Europe 1. Le journal de 7 heures sur Europe 1. Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Lille ne répond plus. Depuis hier, la mairie centrale est en grande partie paralysée par une cyberattaque. Les lignes téléphoniques sont donc coupées, les ordinateurs et les serveurs éteints. Tout fonctionne au ralenti. Seul point positif pour les Lillois, vous allez l'entendre, eh bien la billetterie est momentanément hors service. Zoos, musées et piscines municipales sont en libre accès. Ça ne fait donc pas que des malheureux. Le reportage du correspondant d'Europe 1 à Lille, Lionel Gougelot. En arrivant à la caisse de la piscine municipale hier, les clients ont eu la bonne surprise d'entrer gratuitement. Ordinateur éteint, système de billetterie hors service. On n'a pas compris que c'était une cyberattaque, ils nous l'ont pas dit. On a juste dit que les ordinateurs étaient HS. Quelques euros par-ci par-là, ça se prend au final. Après, je pense que c'est une cyberattaque, ça va être compliqué pour la mairie. Donc bon, on verra bien comment ça va se finir, mais sur le moment, ça fait plaisir. Alors impossible pour l'heure de déterminer l'ampleur de l'intrusion dans les systèmes. Le diagnostic est en cours. Une mise en sécurité pour protéger les données de la mairie a été déclenchée. L'essentiel, selon Audrey Lincolnel de la première adjointe, c'est de garantir autant que possible les services publics en se passant de l'informatique. On sait néanmoins accueillir les enfants dans les crèches, dans les écoles. On continue évidemment de faire nos missions régaliennes, en particulier l'état civil. Tout ça est encore possible. C'est perturbant plus pour nos agents municipaux que pour l'usager, et tant mieux. Alors pourquoi cette attaque contre la mairie de Lille? Mystère, aucun message de rançon n'a été reçu. Les cyber-enquêteurs de la PJ de Lille poursuivront aujourd'hui leur minutieux travail d'analyse et de recherche. Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 à Lille. La mairie l'assure, les lignes téléphoniques permettant de joindre ces services devraient être rétablies aujourd'hui. L'enquête sur la disparition mystérieuse de Leslie et Kevin vient peut-être de connaître un coup d'accélérateur. Le jeune couple s'est volatilisé dans la nuit du 25 au 26 novembre dernier près de Niort. L'affaire tournait en rond depuis plus de 3 mois. Pour la presse locale, les habitants de la région, Leslie et Kevin sont devenus les disparus des Deux-Sèvres. L'enquête a peut-être fait un pas en avant avec l'interpellation d'un proche prénommé Tom, garde à vue qui en a entraîné une autre sur fond de trafic de drogue. Récit du correspondant d'Europe 1 dans le Grand Ouest, Charles Guillard. Il y a tellement de versions qui ont été dites et tout qu'on ne sait même plus où on va, quoi. Lors d'une battue organisée début janvier à Praec, Tom Trouillet n'avait pas hésité à se présenter face au micro pour exprimer ses questionnements. Au début, il y avait des pistes, maintenant il y en a d'autres, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Moins de 2 mois plus tard, après plus d'une centaine d'auditions et des dizaines de prélèvements effectués, les enquêteurs semblent avoir trouvé une vraie piste. Et celle-ci les a menés directement vers ce même Tom, interpellé mardi matin en Vendée. C'est chez lui que Leslie et Kevin devaient passer la nuit à Praec, lorsque le couple s'est volatilisé fin novembre. Depuis, une information judiciaire pour enlèvement et séquestration a été ouverte. S'il a toujours assuré être totalement étranger à cette disparition, l'enquête aurait toutefois relevé des incohérences entre le récit de Tom et le bornage de son téléphone. Hier, un second individu âgé de 22 ans a également été interpellé à La Rochelle dans le cadre de cette même affaire qui pourrait être liée à un trafic de stupéfiants. Au terme de 48 heures de garde à vue, Tom Trouillet doit être présenté aujourd'hui devant un juge d'instruction à Poitiers pour une possible mise en examen. Reste maintenant à savoir pour quel motif. Niort, Charles Guillard, Europe 1. Un coup d'envoi cet après-midi du débat sur la réforme des retraites au Sénat. 4700 amendements déposés. La droite majoritaire dans l'hémicycle devrait soutenir le texte, mais la gauche se dit déterminée à s'y opposer. Alors les retraites, la réforme, la droite entend bien parler d'une seule voix à son sujet. C'est une information Europe 1 également. Le président du Parti Les Républicains, Éric Ciotti, veut remettre de l'ordre dans la maison LR. Il l'a annoncé hier au cours d'une réunion avec la direction du parti. Il veut des états généraux d'ici juin. Objectif, réarmer idéologiquement LR en vue de la présidentielle de 2027. Alexandre Chauveau, le patron, veut tirer les leçons de l'imbroglio sur les retraites. Oui, le président des Républicains ne veut plus voir son camp afficher ses divisions. Les États généraux du mois de juin doivent ainsi définir la ligne officielle du parti sur toute une série de sujets, les retraites, mais aussi l'immigration ou l'environnement. L'objectif, c'est de se coordonner pour apparaître crédible au moment des débats à l'Assemblée. LR contraint il y a 15 jours de réunir un bureau politique pour trancher sa position sur les retraites. On ne peut pas critiquer les textes du gouvernement sans avoir de contre-offre claire à présenter, confie un dirigeant. Autre annonce faite hier par Éric Ciotti, la création à venir d'un think tank sur le modèle de l'Institut La Boétie fondé par Jean-Luc Mélenchon le mois dernier. Celui-ci serait composé d'une vingtaine d'intellectuels censés muscler le corpus idéologique de la droite. Une refondation par les idées que Bruno Retailleau appelait de ses vœux lors de la campagne interne des Républicains. Le sénateur de Vendée et Éric Ciotti signent ainsi leur rapprochement, facilité par l'éviction d'Aurélien Pradié de l'organigramme il y a 10 jours. Aurélien Pradié, dont les proches boycottent désormais les réunions au siège, en attendant un rendez-vous avec Éric Ciotti.
Ciotti. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Emmanuel Macron est arrivé hier soir à Libreville au Gabon, début d'une tournée de 4 jours en Afrique centrale. Après un dîner avec son homologue gabonais Ali Bongo, le chef de l'État participera aujourd'hui à la dernière journée du sommet One Forest Summit consacré à la protection et au développement des forêts tropicales. Ce sommet pour la forêt, il en est également question au Salon de l'Agriculture. Des ministres ivoiriens ont d'ailleurs fait le déplacement porte de Versailles. Et oui, quand on pense forêt tropicale, on pense très souvent à l'Amazonie. Ce n'est pas une erreur, mais on oublie le rôle de l'Afrique centrale dans l'absorption des émissions de CO2. Sauf que ce massif africain est menacé, notamment en Côte d'Ivoire. 90% des forêts du pays ont disparu en un peu plus d'un siècle. Un grand plan de reboisement est en cours, mais bien sûr, il faut trouver des investisseurs prêts à le financer, d'où la présence des ministres du gouvernement ivoirien dans les allées du salon. Reportage Louis Salé. Une forêt tropicale reconstituée à l'entrée du stand de la Côte d'Ivoire au salon accueille des acteurs privés français reçus par le ministre des Eaux et Forêts en personne, Laurent Tchakba. Nous avons besoin de 616 milliards de francs CFA, soit 1 milliard d'euros à peu près. La Banque mondiale, Nestlé, Cargill, tout cela sont des privés qui ont accepté de s'engager avec nous. L'argent doit être reversé aux paysans pour qu'ils plantent des arbres dans leurs champs et faire ainsi de l'agroforesterie. Nous travaillons de telle sorte que tous les planteurs de cacao, tous les planteurs de palmiers, tous les planteurs de café s'engagent avec l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre de l'agroforesterie. Mais pour l'économiste de l'environnement Alain Carsanti, c'est encore peu appliqué. Pour l'instant, les paysans ne font pas d'agroforesterie. Ils coupent les arbres pour s'approprier la terre, pour marquer leur espace et le foncier n'est pas clair. Il faudra qu'on leur donne une sécurité foncière importante. Personne ne plante d'arbres s'il n'y a pas une garantie sur le long terme que ces arbres leur reviendront. Mais la Côte d'Ivoire veut prouver qu'elle fait des efforts car d'ici 2024, l'Union européenne refusera d'importer tout produit issu de déforestation. Un reportage au Salon de l'Agriculture. Louis Salétien, puisqu'on parle d'émissions de CO2, un record, mais moins que prévu, c'est plus 0,9% d'émissions de gaz à effet de serre produites l'an dernier, selon l'Agence internationale de l'énergie. Et ça donne quoi en milliards de millions de tonnes? Non, on l'a pas encore, on préfère ne pas regarder. Bon, terminons ce journal, Christophe, si vous le voulez bien, avec cette expulsion qui fait couler beaucoup d'encre en Grande-Bretagne. Le couple Harry et Meghan chassés du domaine royal. La décision du roi Charles III peut être une réponse au livre mémoire publié en début d'année par son fils. Harry et Meghan occupaient jusqu'à présent la résidence de Frogmore Cottage, pied-à-terre de luxe situé sur le domaine du château de Windsor. C'est terminé, ils viennent de recevoir leur avis d'expulsion. Le récit de Laura Van Nurenbeck, correspondante d'Europe 1 en Grande-Bretagne. C'est le Frogsit, titre le Sun, un jeu de mots sur le Frogmore Cottage et Exit. Le couple installé en Californie n'a donc plus de pied-à-terre au Royaume-Uni. Selon le Sun, le roi Charles aurait envoyé un avis d'expulsion 24 heures à peine après la sortie des mémoires du prince Harry. Le tabloïd y voit un point de non-retour, le couple n'est plus le bienvenu au Royaume-Uni. D'après le Télégraphe, le roi veut installer son frère Andrew dans ce cottage de 5 chambres. Une rétrogradation car il occupe actuellement une demeure de 31 chambres. Le Frogmore Cottage avait été offert au couple comme cadeau de mariage par la reine Elisabeth II. À l'époque, les travaux d'aménagement de plus de 2 millions de livres aux frais du contribuable avaient fait scandale. Ils ont ainsi dû rembourser la somme lorsqu'ils ont quitté le Royaume-Uni en 2020. La question est désormais de savoir si Harry et Meghan recevront un carton d'invitation pour le couronnement du roi le 6 mai prochain. Londres, Laure Van Ruynbeck, Europe 1. Le football, Marseille surpris par Annecy en quart de finale de la Coupe de France. Vous en parliez juste avant la prise d'antenne, Dimitri. L'OM éliminé au tir au but par les Savoyards qui évoluent, faut-il le rappeler, en Ligue 2. Ils retrouveront Toulouse, Nantes et Lyon en demi-finale. Tirage au sort ce soir à 20h50. Tiens, l'OM maudit en Coupe de France. Je crois que c'est la 5e fois qu'ils se font sortir par des petits poussets. Excellent papier, très intéressant à lire sur europe1.fr sur cette malédiction marseillaise. Merci beaucoup Christophe Lamar. Et il est 7h09, vous écoutez Europe 1.